Donc, cet atelier aujourd'hui, ça va être un atelier qui est un peu particulier puisqu'on va parler d'un référentiel de compétences. Vous le savez, dans les ateliers Gazouille, souvent, on se concentre sur des thématiques de France, donc on va faire par exemple sur Montessori, sur Snozellen, sur la relation avec le parent employeur, le projet d'accueil. Mais on s'est dit qu'on allait faire un format d'atelier assez nouveau, parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, en tant qu'assistant de maternelle, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous avez toutes les compétences nécessaires pour avoir le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Voilà. Et donc on s'est dit, bah, en fait, quand on parle avec plein d'assistantes maternelles, elles nous disent: «Mais moi le diplôme, il est pas fait pour moi, je sais pas, je connais pas». Et bah, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit atelier là-dessus pour vous permettre, d'en savoir plus, en fait. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce diplôme? Et finalement donc du coup, pour commencer très rapidement et rentrer dans le vif du sujet, et donc ce qu'on appelle les domaines d'activité ou les domaines de compétences, c'est des mots que vous allez beaucoup retrouver dans la nomenclature, donc dans, en fait, la définition, donc n'ayez pas peur. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les 12 compétences du diplôme, elles ont été réunies un peu en famille, si vous voulez, un peu en axes. Ces 5 domaines, ils représentent 5 axes du métier d'une auxiliaire. Donc effectivement, comme l'a dit Amélie, le DA2, c'est donc le domaine d'activité 2, c'est un domaine d'activité qui est vraiment relié aux soins cliniques. Mais avant de rentrer dedans, je vais vraiment vous présenter d'abord le DA1. Donc pour revenir, les domaines d'activité ou domaines de compétences, ils sont 5 et ils représentent tout le spectre d'activité que vous allez réaliser en tant qu'auxiliaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en regardant les domaines de compétences ou d'activité, ça peut vous donner un ordre d'idée des missions au quotidien que fait une auxiliaire. Voilà. Donc on va commencer par le premier. DA1, accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne, de sa vie sociale, en repérant les fragilités. Ici, et on va y revenir juste après, c'est vraiment le soin quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un cinquième du métier d'une auxiliaire, c'est de faire les soins du quotidien, le change, l'habillage, les repas, etc. Ensuite, le DA2, appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier, en intégrant la qualité et la prévention des risques. Donc ça, on est plutôt dans ce qu'on appelle des soins un peu exceptionnels, c'est-à-dire des soins que vous n'allez pas forcément faire tous les jours. Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Bah, ça peut être par exemple un désencombrement rhinopharyngé, mouchage, pour ceux qui ne connaissaient pas le nom, un lavage oculaire, changement de pansement, voilà. Enfin, pas prescription de médicaments, mais plutôt voilà, application de médicaments avec un enfant sous réserve d'une, d'une, comment on appelle ça? Pardon, d'une ordonnance. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'état clinique, c'est-à-dire plus lié à des soins assez exceptionnels. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça fait un peu peur comme ça, mais ça va venir. DA3, information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels apprenants. Le troisième axe de votre métier, ça va être l'accompagnement des personnes, que ce soit du coup les proches, donc l'entourage de l'enfant, ou que ce soit les autres professionnels autour de vous. Voilà. Donc par exemple grâce à des formations, grâce à de l'accueil, etc. Ensuite, le domaine d'activité 4. Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, aux lieux et aux situations d'intervention. Ça, pour vous simplifier, c'est l'hygiène. Ce qu'on cherche à voir, c'est si vous arrivez à maîtriser l'hygiène d'un espace. Voilà. Et ce qu'on appelle maîtriser l'hygiène d'un espace, c'est même maîtriser même les outils. C'est-à-dire que les outils, que quand vous. Voilà, c'est laver et prendre soin de son espace. Donc l'aménagement de l'espace, par exemple, ça en fait partie. Le fait de vérifier que, par exemple, vos outils fonctionnent, ou par exemple le thermomètre fonctionne, etc., ça en fait partie, etc. Voilà, on est vraiment dans l'entretien de l'environnement. DA5, transmission, quel que soit l'outil et les modalités de communication des observations. Et donc ça, c'est la dernière partie, c'est le dernier élément, le dernier axe du diplôme, c'est lié vraiment aux transmissions avec l'extérieur. Il y a un aspect qui est très important dans le diplôme d'AP qu'il faut comprendre, c'est que vous ne travaillez jamais seul. Puisque déjà, par définition, vous travaillez avec l'infirmière de puériculture, et d'autre part, vous êtes souvent en équipe. Voilà, par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, vous allez peut-être travailler de jour et vous allez avoir une autre auxiliaire qui va travailler de nuit. Voilà. Vous allez travailler dans ce qu'on appelle en équipe pluriprofessionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, la transmission, c'est-à-dire la prise de notes, le fait de pouvoir communiquer avec les autres, et les différentes modalités qui y sont, c'est-à-dire par papier, par digital, avec des applications, à l'oral, etc. Et ben ça compte énormément dans le métier d'une auxiliaire. Parce que, en général, pour prendre soin de quelqu'un, d'un enfant, ou même d'un adulte, hein, dans le cas de, par exemple, du diplôme d'aide-soignant, qui est un peu le parallèle du diplôme d'AP dans le cadre plutôt de l'aide aux personnes âgées, et ben c'est ça. On a donc 12 compétences qui sont réunies en 5 blocs, qui sont donc des familles.
Si vous avez compris jusque-là, on peut rentrer un peu maintenant du coup dans les blocs précis. Alors désolé Flo, je coupe votre micro. Comme ça, c'est fait. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué, là, on est dans la fiche du domaine d'activité. Donc le domaine d'activité, donc on se rappelle, accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. L'objectif vraiment de ce bloc, pour que je vous le rappelle, c'est mesurer votre expérience avec les enfants. C'est le soin quotidien, voilà, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander dans ce bloc-là des activités qui sont voilà, de soigner une plaie ouverte. Non, c'est pas du tout l'idée. Donc les 3 compétences qui font partie du domaine d'activité, on va commencer par la première. Accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne, de sa vie sociale, en repérant les fragilités. Donc là, vous avez remarqué, il ressemble énormément au nom du blog. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans l'hygiène du quotidien, enfin, pardon, le soin du quotidien. Donc là, je vous ai mis un peu des petites consignes. Donc là, l'activité qu'on va décrire, donc par exemple, si vous partez en VAE et que vous vous dites, OK, bah, je dois faire ma fiche pour ma compétence 1. Donc je dois décrire une activité que j'ai fait qui montre que j'ai cette compétence. Bah, donc c'est quoi l'activité que vous pouvez montrer? Un change, la manière dont vous faites un change, la manière dont vous gérez peut-être un protocole d'hygiène, le lavage de mains à la maison si vous êtes assistante maternelle, par exemple. Ça peut être les repas, voilà, la manière dont vous organisez les repas, dont vous assurez qu'il n'y a pas des allergies, et cetera. Voilà, c'est un peu les 3 enfin moi en tant qu'accompagnateur, les 3 activités que je vois le plus. Ensuite, on a la 1 bis. Alors la 1 bis, mise en œuvre d'activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale adaptée à l'enfant et au groupe. Ça, pour résumer, c'est mise en place d'activités d'éveil. Donc pour comprendre à quoi ça ressemble, ça encore une fois, à chaque fois que je vous dis quelque chose, l'objectif c'est vous êtes en VAE, concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Voilà. Moi, je me lance demain. Vous vous lancez demain en VAE, vous vous inscrivez avec moi sur France VAE, ça va ressembler à quoi mon travail pendant 4 mois? Et bah, concrètement, sur la 1 bis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une activité d'éveil que vous faites au quotidien. Donc, par exemple, c'est quoi? Par exemple, si vous faites des parcours de motricité, si vous faites des sorties au parc, si vous faites des activités musique. J'ai une asso maternelle, par exemple, qui a présenté une activité musique qu'elle fait avec les enfants. C'est une super activité. Voilà. Où du coup, il y a plusieurs enfants qui sont mobilisés, ça éveille les sens, et cetera. Et donc, ce qu'on va vous demander dans cette fiche 1 bis, c'est de montrer, de l'écrire, voilà, de présenter une activité, montrer comment vous travaillez et montrer voilà, pourquoi vous faites cette activité. Donc, ça peut être top parce que c'est aussi un moyen pour vous bah, de montrer ce que vous faites, de montrer que tout ce que vous faites en tant que potentiellement assistante maternelle, mais aussi en tant que auxiliaire petite enfance en crèche, voilà, aide-soignante, etc., dans la petite enfance, bah, que c'est réfléchi. Voilà. Et c'est ça que je trouve beau, moi, en tout cas, dans ce diplôme d'AP, c'est que oui, c'est un diplôme du soin, où en fait, tout va être un peu considéré comme un soin. C'est même une activité d'éveil, c'est un peu considéré comme un soin dans le cas du diplôme. Mais c'est un vrai diplôme de montée en compétences et qui est extrêmement adapté au métier des soins maternels et de la petite enfance, et qui vous ouvre toutes les portes en plus. Donc voilà, un bis, si on revient, on reste concentré, activité d'éveil. Donc réfléchissez à les activités d'éveil que vous pouvez mettre en place, et après, à partir de là, il faut la décrire. Ensuite, la 2, identification des risques lors de l'accompagnement de l'enfant et mise en œuvre d'actions de prévention adéquates. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un peu particulier et je sais que d'expérience, c'est la compétence qui est la plus compliquée à comprendre. Mais c'est pas une fois qu'on l'a compris, par contre, elle est hyper simple. Rappelez-vous, pour la comprendre, on est dans le soin quotidien ici. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans tous les petits soins qu'on fait, comme son nom l'indique, au quotidien, au jour le jour. Voilà. Et bien donc, en fait, pour éviter le soin, on peut faire ce qu'on appelle des actions de prévention. Voilà, vous savez, quand votre assurance, elle vous dit, bah voilà, prévoyance, voilà, arrêtez de fumer, etc. Bah, ce qu'ils font en disant arrêtez de fumer ou en mangeant 5 fruits et légumes par jour, c'est quoi? Ils font de la prévention. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bah voilà, comme ça vous êtes en meilleure santé, comme ça on n'a pas besoin de faire du soin. Voilà. Et c'est des gestes du quotidien, la prévention. Voilà. C'est pour ça que vous les voyez tous à la télé tous les jours. Et bah, dans le diplôme, c'est pareil. Ce qu'on va vous demander, c'est tout ce que vous faites au quotidien pour un peu prévenir les risques. Et là, vous vous dites, attendez, mais Victor, il est fou, moi je vais. Enfin, ça fait trop de choses. Non, mais vous inquiétez pas. On a toujours la même méthodologie. Quand on va devoir écrire cette fiche 2 ensemble, vous allez choisir une activité que vous faites. Alors moi, ma préférée pour cette activité-là, cette fiche-là, c'est le repas. Pourquoi? Parce que le repas, il y a plein de risques. Et donc, qui dit risque, dit action de prévention. Donc, par exemple, l'enfant dans le repas, et ça, je vous le dis, mais je pense que je parle sous votre contrôle, hein, mais je le sais, dans le repas, l'enfant, par exemple, il peut se brûler. Bon, bah, j'imagine que pour pas qu'il se brûle, et vous le faites naturellement, pour pas qu'il se brûle, vous goûtez les repas avant. Voilà. L'enfant, il peut se couper avec un couteau. Ah bah, du coup, j'ai des couteaux, enfin j'ai des couverts avec le bord rond. L'enfant, il peut être allergique. Ah bah non, bah du coup oui, mais j'ai demandé aux parents bien sûr en amont, qu'il y ait pas de voilà, ces facteurs allergènes et cetera et dans la préparation, j'ai fait attention. Donc voilà, ce que je viens de faire là, le lien, vous avez vu d'un côté, le risque et hop, la prévention que je mets en face, c'est ça qu'on va vous demander dans cette fiche 2. Donc en fait, vous allez choisir une activité que vous allez décrire. Par exemple, j'ai une autre assistante maternelle qui m'a parlé d'une sortie au parc. Voilà et d'ailleurs Angélique, je crois que c'est toi.
Je pourrais nous en parler juste après. La sortie au parc, il y a plein de risques dans la sortie au parc. Les enfants, ils peuvent courir, ils peuvent tomber, ils peuvent se faire mal. Dans la poussette peut se casser ou se plier et du coup, bah, les enfants se bloquent, ils se font mal. Les enfants peuvent se faire renverser. Ils peuvent, se faire potentiellement kidnapper, voilà, s'ils courent partout, qui sait? Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on va vous demander. Donc voilà, cette activité-là, elle est centrée là-dessus. Je vous propose qu'on passe au bloc 2. Au bloc 2, là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Le bloc 2, appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier, en intégrant la qualité et la prévention des risques. Alors, ici, avant de regarder vraiment les compétences, on va regarder la phrase et surtout, on va définir les mots. L'état clinique, qu'est-ce que c'est? L'état clinique, je vous l'ai mis juste ici, c'est en gros l'état de santé de la personne. Est-ce que la personne est malade ou en bonne santé? Tous les éléments physiologiques qui permettent de le connaître. Donc, il n'y a pas que la température. Il y a la couleur de la peau, par exemple, il y a les muqueuses, il y a le comportement. Je pense que vous avez toutes vu effectivement qu'un enfant qui va être malade, par exemple, en fait, son comportement va changer. Avant qu'il y ait fondamentalement avant que vous alliez mesurer la fièvre, en général, vous allez d'abord avoir une observation qui va vous pousser à vouloir, mesurer la fièvre. Et ben voilà. Voilà, c'est exactement ça qu'on va vous demander. Donc l'état clinique, c'est pour ça qu'ils disent état clinique, c'est que ce qui les intéresse, c'est pas juste: «Ah bah, voilà, j'ai pris la température de l'enfant». C'est aussi toutes les observations que j'ai faites sur l'enfant qui m'ont permis ensuite d'aller me dire: «Ah bah, là, oui, il faut que je prenne la température». Parce qu'un enfant, j'imagine bien qu'un enfant que vous voyez et qui ne présage rien, vous allez pas prendre sa température comme ça au milieu de nulle part. Non, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc cette, phrase, elle est séparée en 2. Appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier. C'est les 2 bouts de phrase que vous voyez. Donc dans un premier temps, il y a la pression de l'état clinique. Et ben ça tombe bien, ça correspond à la compétence 3, celle que vous voyez juste là. Si on prend la compétence 3, observation de la personne et mesure des paramètres vitaux liés à son état de santé. Qu'est-ce qu'on va vous demander ici? Bah, c'est exactement ce que je vous dis. Ça va être d'apprécier l'état clinique d'une personne. Donc vous allez devoir donner une situation euh, qui vous permet de dire, OK, bah voilà, là par exemple, j'ai repéré qu'un enfant était malade, j'ai mesuré ses paramètres vitaux. Donc je vous donne un exemple pour que ça vous semble, voilà. C'est pas forcément un enfant qui est malade d'ailleurs, mais par exemple, là, moi j'ai une matin qui m'a parlé récemment d'un enfant dont le matin, le parent avait dit, bah voilà, mon enfant il a passé une très mauvaise nuit, je pense que c'est un peu les poussées dentaires potentiellement, mais voilà, donc je vous le laisse, mais voilà. En tout cas, dans les transmissions, c'était ça qu'il disait. Et bah donc du coup, pendant le matin là, l'enfant arrivait, bon, il était un peu grognon sur le papier, mais voilà, tout se passait bien, il jouait avec les copains, et puis d'un coup, l'enfant il a commencé à s'arrêter de jouer, il a commencé à chouiner, il a commencé à se mettre au sol. Et donc tout ça, ces comportements, ça a alerté l'assistante maternelle, parce que c'était une assistante maternelle. Ça a alerté l'assistante maternelle et elle s'est dit: «Ah mais tiens, c'est pas normal». Donc elle allait lui parler, elle allait lui poser la question: «Comment ça va? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Tu peux me parler?» Elle a essayé de le réconforter parce que c'est pas forcément lié à une maladie, voilà, et cetera. Ça peut être lié juste à un mal-être, à un instant T. Donc en tant que professionnel, on sait se positionner, et ensuite à partir de là, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, et donc du coup, elle a mesuré la température. Mais avant de mesurer la température avec le thermomètre, elle a mis d'abord sa main sur le front ou sa lèvre pour vérifier: «Ah oui, là effectivement, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui va pas», et donc du coup, je prends la température avec le thermomètre. Voilà. L'activité qu'on vous demande, en gros, c'est ça. C'est que vous décriviez tout ça. Voilà. Ensuite, donc la deuxième étape, mise en œuvre de soins adaptés. Alors ça, c'est le 4. Collaboration à la réalisation des soins intégrant la qualité et la prévention des risques. Donc ça, effectivement, c'est le sujet le plus compliqué. Et je pense en particulier effectivement, aux assistantes maternelles pour qui c'est pas forcément quelque chose où elles se disent: «Ah non mais ça peut être, non, mais moi c'est pas directement lié à mes compétences, moi j'ai pas fait ça parce que je collabore pas à la réalisation des risques». Vous allez voir, on va y venir. Donc d'abord, collaboration à la réalisation des soins intégrant la qualité et la prévention des risques. Qu'est-ce que c'est? L'auxiliaire de puériculture, son rôle, c'est pas normalement de réaliser des soins elle-même ou lui-même. Normalement, c'est vraiment à l'infirmière de réaliser des soins. Donc la majorité des soins, quand on entend soins, c'est-à-dire que voilà, par exemple un gros bobo, voilà, une maladie assez un peu forte, c'est l'infirmière qui va réaliser les soins. Auxiliaire, vous pouvez normalement être en autonomie là-dessus aussi. Donc on vous demande de maîtriser dans une certaine mesure un certain nombre de soins. Mais on ne vous demande pas des soins, voilà, on ne vous demande pas de cautériser une fracture ouverte. Ce qu'on vous demande, c'est voilà, lavage oculaire, lavage nasal, donc des encombrements rhinopharyngés, potentiellement prise de médicaments avec ordonnance. Voilà. Après, si vous avez fait d'autres choses et que vous avez d'autres expériences, et ben, c'est top. Et c'est ce que je dis souvent. Alors, après, les professionnels que j'accompagne, ça les fait rire, mais je leur dis: «Plus les professionnels me racontent des histoires
terribles qui se sont passées, où l'enfant il a fait un retournement. Ce matin, j'avais une professionnelle, Catherine, qui me parlait d'un enfant qui avait un retournement d'estomac. Non, mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, bon, l'enfant s'en est sorti, il n'y a eu aucun problème, elle a réagi vachement bien, mais je dis à chaque fois, mais ça va faire une super expérience dans votre livret 2. Parce que vous vivez en tant que professionnel c'est des expériences top. Et c'est ça la raison d'être de la VAE. C'est pour ça que nous, on encourage à fond à faire des VAE. C'est que vous vivez déjà au quotidien des expériences qui sont top. Vous avez déjà des responsabilités associées à ce niveau de diplôme d'auxiliaire. Donc profitez-en. Voilà, lancez-vous, n'hésitez pas. Voilà, pour revenir. Donc collaboration et la réalisation des soins. Donc voilà, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment, la réalisation des soins basiques, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, la relation interprofessionnelle là-dedans. C'est qu'effectivement, normalement, en tant qu'auxiliaire, vous n'êtes jamais amené à faire un soin toute seule. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez de nulle part de faire un soin. En général, c'est pour ça que je vous disais prise de médicaments avec ordonnance, c'est que vous avez un professionnel de santé qui vous a fait en fait soit une ordonnance, soit entre guillemets un ordre, voilà, qui vous a dirigé vers ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il parle de collaboration. C'est-à-dire que ce qui va être important dans cette fiche, donc encore une fois, si on se reprend dans l'idée de la fiche, là par exemple, vous pourrez me raconter, voilà, je vous prends l'exemple d'une fiche que j'ai lue ce matin de Johanna qui me disait, bah voilà, moi j'ai un enfant qui a eu une gastro. Voilà. Et donc, quand je l'ai accueilli le matin, sa maman m'a fait la transmission, etc. Et en fait, au bout à 11 heures, voilà, il a fait sa gastro. Donc, je l'ai renvoyé chez lui avec les parents sont revenus le chercher, etc. Il est revenu 2 jours plus tard, la maman, avec pas un certificat médical, pardon, avec avec une ordonnance. Voilà, que j'ai dû appliquer. Et voilà comment j'ai fait ce qui était dans l'ordonnance. Voilà comment j'ai respecté les protocoles de sécurité. Voilà comment je me suis assuré que ce que je faisais, c'était bien cadré, que je rassurais l'enfant, que je le mettais dans des bonnes situations, etc. Bah, dans ce cadre-là, vous avez travaillé en collaboration. Voilà. Et je pense maintenant aux assistantes maternelles. Réfléchissez, autour de vous, où sont les infirmières? Et ben, vous les avez en PMI, bien sûr. Voilà. Après, je sais, on connaît très bien le métier sans maternelle chez Gazouille, on vous accompagne principalement. Et souvent, vous me dites: «Mais non, mais moi, ma puéricultrice, elle est horrible, je lui parle jamais, voilà, c'est oui, mais aujourd'hui, la vérité, c'est que la puéricultrice, elle a un impact sur votre métier. D'une manière ou d'une autre, que vous le souhaitiez ou non, la puéricultrice a un impact sur votre métier. Voilà. Et donc, pourquoi pas parler dans cette activité 4 d'un moment où vous avez demandé des conseils à votre infirmière puéricultrice? Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de professionnels qui me disent: «Mais tu sais, Victor, cette VAE, ça m'a fait aussi changer un peu mon regard sur la puéricultrice et le rôle de la et le regard de ma puéricultrice sur moi». Parce que d'un coup, on n'était plus, la police et l'accusé, mais on était voilà, une professionnelle qui passe son diplôme d'auxiliaire, où du coup on échange sur des sujets de santé, elle me donne des conseils sur la façon de proposer des soins, etc. Alors, malheureusement, bien sûr, on ne peut pas tous avoir ça chez soi et d'avoir une puéricultrice qui peut être top. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le considérer. Voilà. En tant qu'assistant maternel, vous travaillez déjà en collaboration autour du soin, avec les parents aussi. Voilà. Les parents font partie du soin. Donc, par exemple, dans le cadre de Johanna sur son activité de gastroentérite, eh ben, qui a été important, c'est qu'aussi, voilà, elle a su créer le contact avec les parents, elle a su créer le contact du coup avec le pédiatre au travers des parents. Donc les parents, l'un dans l'autre, faisaient partie du soin, de la collaboration au soin. Et tous ensemble, ils ont réalisé le soin. La preuve, l'enfant est retourné chez ses parents pendant 2 jours. Ensuite, c'est Johanna qui a repris la continuité du soin. Et ensuite, le soir, c'est les parents qui ont géré. Voilà. Et c'est ça ce qu'on attend dans la collaboration et la réalisation des soins. Voilà. C'est pas forcément, vous imaginez dans un bloc opératoire avec un enfant avec une opération à cœur ouvert. Non, non, c'est pas ça. Encore une fois, vous êtes auxiliaire. Les responsabilités des auxiliaires, elles sont extrêmement bien définies. Voilà. Après, vous avez des gestes techniques à maîtriser dans le cadre d'auxiliaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour devenir auxiliaire de puériculture, et dans le cadre de la VAE, c'est pris en charge d'ailleurs, vous avez une formation obligatoire. Donc il n'y a pas de stage obligatoire, mais il y a une formation obligatoire qui s'appelle la GSU, gestes et soins d'urgence, et même la GSU de niveau 2. Euh, qui est une formation de 3 jours qui vous permet de vous former justement sur ces gestes-là. Sur les gestes un peu de soins d'urgence ou peut-être que vous vous imaginez, voilà, dans un hôpital et cetera, mais moi, si vous me mettez dans un hôpital, je ne vais jamais rien savoir faire. Vous avez, cette formation qui est, voilà, qui est présente. Et d'autre part et l'avantage dans le cadre de la VAE que, par exemple, il n'y a pas dans le cadre de la formation, c'est que dans le cadre de la VAE, aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle VAE en tout cas, vous avez des compléments formatifs qui sont compris dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette formation GSU 2, elle est prise en charge par votre VAE. Donc vous avez rien besoin de débourser. Votre seul enjeu, c'est de trouver le prestataire, si vous voulez, l'organisme de formation qui va réaliser cette formation pour vous. Donc par exemple, souvent, c'est des hôpitaux, il y a la Croix-Rouge qui fait ça aussi, il y a des organismes de formation privés, etc. On continue sur le bloc 2, parce que le bloc 2, voilà, c'est souvent
ça que je passe pas mal de temps dessus. Et ensuite, on a la dernière activité du bloc 2, qui est un peu un élément assez critique aussi de l'accompagnement. Donc c'est pour ça que ça fait partie de mesurer votre technicité sur les gestes de soins. C'est l'installation et l'aide au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Donc ça, en fait, c'est un mix entre parce que voilà, en tant que professionnel de l'enfance, vous allez faire beaucoup de ce qu'on appelle de manutention. C'est-à-dire que vous allez beaucoup bouger. Alors dans le cadre d'AP, c'est des enfants, dans le cadre d'aide-soignante, c'est des personnes âgées, mais en gros, c'est lié. Donc vous allez faire beaucoup de déplacements de personnes. Et donc dans ce cadre-là, c'est des charges lourdes. Qui dit charge lourde dit bah, il faut en même temps se protéger soi et protéger les enfants aussi. Voilà. Et donc ce qui va être intéressant dans ce bloc 2 et dans cette compétence 5, c'est que vous allez devoir décrire une activité où vous avez réalisé la manutention d'un enfant et les choses auxquelles vous avez fait attention. On est un peu relié à la prévention, hein. Vous avez vu le bloc 2, l'activité 5, elle ressemble un peu à l'activité 2 du bloc 1. On est dans de la prévention. Voilà. Comment je fais par exemple pour me baisser? Je fais la position de chevalier servant, c'est l'ergonomie. Voilà. Et ça, je parle là, c'est principalement pour les assistantes maternelles. Mais en tant qu'assistant maternelle, vous avez une formation dans le cadre d'Hyperia qui s'appelle Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Voilà. Qui est une formation qui peut vous être utile. Et parce qu'encore une fois, et ça me permet de réinsister sur une chose, dans la VAE aujourd'hui, en tout cas dans la nouvelle VAE comme elle l'est aujourd'hui, donc France VAE, les formations que vous avez réalisées comptent dans la VAE. Donc vous pouvez parler des formations que vous avez réalisées pour entrer là-dedans. Voilà. Donc, par exemple, une activité classique pour l'activité 5, pour vous donner un exemple, ça peut être une sortie en poussette. Et où donc, du coup, bah, ok, bah, comment je mets les enfants dans la poussette, comment je sécurise la poussette, voilà. Ça peut être l'écharpe de portage, portage par écharpe. Voilà. Comment vous placez l'enfant, pourquoi vous faites ça, etc. Mais si vraiment vous êtes dans le cas de vous êtes toute nouvelle assistante maternelle, vous n'avez jamais fait, voilà, vous n'avez jamais réalisé de soins, vous n'avez jamais donné de médicaments en lien avec le pédiatre, ou vous n'avez jamais été en lien avec l'infirmière de puéricultrice autour d'un soin, ou voilà, vous n'avez jamais eu des activités en accueil collectif où il y avait une infirmière qui était avec vous, voilà, c'est possible. Et ben dans ce cadre-là, vous avez deux manières de le faire. Dans la nouvelle VAE, vous avez en fait la possibilité, et ça c'est génialissime, d'avoir des conventions de stage pour pouvoir aller faire des stages d'observation ou de pratique pendant une semaine dans des établissements. Ensuite, DA3, information et accompagnement des personnes et de leur entourage. Vous vous souvenez, ça je vous ai dit, c'est, et ça on a toujours, vous avez le résumé, la compétence qui est importante là-dedans. Ce qu'on va observer dans ce domaine d'activité, c'est votre capacité à être en relation professionnelle. Voilà. Comme je vous ai expliqué, en tant qu'AP, vous êtes souvent en équipe pluriprofessionnelle. Voilà. Et donc, c'est de voir comment vous communiquez avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Et donc, du coup, bah, qui sont toutes ces personnes autour de vous? Bah, il y a un peu deux familles. Et d'ailleurs, ça correspond aux deux compétences. Les personnes autour de vous, c'est les enfants et leur entourage. Donc ça, c'est la compétence 6. On va y venir juste après. Et enfin, les autres professionnels avec qui vous travaillez dans votre équipe. La compétence 7. Donc si on va dans la compétence 6, par exemple, c'est donc accueil, information et communication auprès des personnes et de leur entourage. Vous êtes une auxiliaire de puériculture. Voilà, vous accueillez des enfants avec leurs parents. Et donc du coup, la question c'est comment vous arrivez à créer une relation de confiance avec ces parents. Voilà. Souvent, potentiellement, les parents ils peuvent être stressés, potentiellement. Alors, là, je parle pour les assistantes maternelles, hein, mais c'est un peu le cas. J'imagine dans l'aide-soignant que vous avez un enfant qui arrive avec. Enfin, là, pour le coup, c'est un adulte, mais un adulte qui arrive potentiellement avec son entourage. L'entourage est stressé, le contexte médical peut créer un peu de stress. Quand vous êtes assistante maternelle, bah, en fait, potentiellement, c'est un enfant qui est son premier jour d'accueil. Les parents sont stressés aussi. C'est la première fois qu'ils lâchent leur enfant. C'est peut-être leur premier. Bah, voilà. La question qu'on s'intéresse ici, c'est comment vous arrivez, vous, à vous positionner en tant que professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites attention à quoi? Là, vous faites attention peut-être à la manière dont le parent réagit, vous essayez de l'écouter un maximum, vous essayez de lui présenter votre environnement. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et ben voilà, cette compétence 6, elle est centrée là-dessus. Donc, par exemple, l'activité que vous pouvez choisir, alors là, c'est pour les assistantes maternelles, c'est par exemple une familiarisation que vous avez fait avec une famille, qui vous a marqué, vous avez trouvé bien. Voilà, vous pouvez parler de ça. Et en tant qu'aide-soignante, ça peut être, par exemple, soit vous avez de l'expérience dans la petite enfance, donc vous pouvez l'utiliser un peu pareil, soit ça peut être effectivement la façon dont vous avez géré ça en tant qu'aide-soignante, par exemple à l'hôpital ou en EHPAD. On continue. L'activité 7, du coup, ça c'est en relation avec vos pairs. Vos pairs, donc les autres professionnels avec qui vous travaillez. Accueil, accompagnement et formation des pairs, des personnes en formation et des autres professionnels. Là, vous avez vu, c'est vraiment très très proche. Il y a accueil dans les deux cas. C'est juste qu'il y a accompagnement et formation. C'est-à-dire que là, vraiment, vous devez vous essayer de vous réfléchir à une situation. Encore une fois, moi, je suis très concret. Donc, c'est pour ça que je vous donne des idées de situations que vous pouvez afficher en face.
Là, la façon dont vous devez réfléchir à cette compétence, c'est vous imaginez que vous êtes, une professionnelle, vous travaillez par exemple en crèche. Une fois que vous allez être auxiliaire, là, vous avez passé la VAE d'auxiliaire, hop, vous avez le diplôme. On vous met en crèche, on vous met à l'hôpital dans une équipe. Voilà, vous travaillez, vous êtes la meilleure et là d'un coup, il y a une nouvelle collègue qui arrive. Bon bah, comment vous l'accueillez cette comment vous l'accompagnez? Vous lui présentez les lieux, vous lui présentez le matériel, c'était la former sur les gestes que vous réalisez au sein de votre équipe et cetera. Bah, voilà, c'est ça qu'on va vous demander dans cette compétence 7. C'est de décrire une situation où vous avez, bah, accueilli des professionnels, vous les avez accompagnés dans une thématique particulière et vous les avez formés sur un sujet. Et vous avez pas besoin d'être auxiliaire, pur et dur pour ça. Par exemple, en tant qu'assistante maternelle, alors déjà, vous avez eu la possibilité peut-être d'avoir des stagiaires, si vous avez le CAP petite enfance. Donc ça compte. Mais d'autre part, si par exemple vous êtes dans une association d'assistants maternelles, où du coup, bah, vous accompagnez, voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sur le territoire, vous les accompagnez, vous essayez de leur présenter les différents lieux où aller, si elles ont besoin de questions, par exemple, si elles sont nouvelles dans le métier d'assistant maternelle, si vous les accompagnez par exemple sur les aspects plus juridiques, sur les aspects plus pédagogiques, sur les aspects de formation, et ben ça compte. Voilà. Ce qu'ils vont chercher avant tout, c'est votre capacité à être en relation professionnelle avec vos pairs. Voilà. Alors, c'est sûr effectivement que si vous êtes du genre à être très, très isolé, à pas trop parler avec les autres professionnels autour de vous, et voilà, ne pas avoir accueilli de stagiaire ou quoi que ce soit, ne pas aller au relais par exemple, bon bah, dans ce cas-là, cette compétence, ça va être compliqué. Mais encore une fois, c'est pas grave. On peut vous proposer une formation qui va vous aider là-dessus. Je vous prends l'exemple de la compétence 6, ça c'est vraiment la créer une relation de confiance avec le parent. Nous, chez Gazouille, par exemple, on a une formation de 10 heures sur la relation avec le parent employeur. Voilà, qui est top dans ce cadre-là. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, on peut trouver des formations. Et encore une fois, c'est la philosophie de cette nouvelle VAE, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'idée, c'était pas juste en fait, avant la VAE, c'était très fermé, quoi. C'était vraiment, vous aviez pas le droit de faire des stages, vous aviez pas le droit de faire de la formation, c'était très cadré, ça prenait super longtemps. Et en fait, ils se sont dit: «Mais c'est quand même un super dispositif et c'est dommage parce que c'est possible que, par exemple, vous ayez une compétence qui vous manque sur un diplôme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, retourner à l'école pour juste cette compétence? Mais non, il faut faire de la formation, c'est trop long. Non, on va intégrer et donc ce qu'ils ont décidé, c'est d'intégrer tout ça dans votre parcours VAE pour que vous, ce soit plus simple. Voilà. Et qu'en pratique, eux, et je vais vous dire pourquoi, c'est quoi leur intérêt à eux derrière ça? Parce que finalement, c'est le gouvernement aujourd'hui qui paye et qui finance la VAE, un peu comme le compte personnel de formation, hein, quoi que ce soit. Leur intérêt, c'est quoi? Bah, c'est que leur intérêt, c'est que si vous êtes une professionnelle qui avait les compétences, on doit les valider avec un diplôme. Parce qu'à partir du moment où vous avez un diplôme, et bah, du coup, vous pouvez le travailler dans plein d'endroits différents. Et vous le savez, en tant que professionnel de la petite enfance, il y a une pénurie de professionnels de la petite enfance, donc vous allez trouver un job. Voilà. Surtout en tant qu'auxiliaire, où c'est pas juste trouver un job en crèche. Parce que par exemple, voilà, avec le CAP petite enfance, vous pouvez être travailler en crèche, vous pouvez être ATSEM. Voilà, c'est les deux grands métiers, et vous pouvez être assistant maternel, bien sûr. C'est les trois grands métiers. Avec auxiliaire, vous pouvez aller en maternité, bah, assistant maternelle, bien sûr, en crèche, à l'hôpital, en PMI. Enfin, vraiment, il y a plein, plein, plein d'ouvertures professionnelles. Après, à vous de choisir, quoi. Voilà. Ça, c'était le bloc 3. On arrive sur le bloc 4, l'avant-dernier bloc. Ici, c'est l'entretien de l'environnement. Je rentrerai pas trop dans les détails parce que sur le papier, c'est très, très terre à terre. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est l'entretien de l'environnement immédiat de la personne. Voilà. Donc, ce qui va les intéresser, c'est en 2 étapes. D'abord, c'est l'entretien des locaux. Donc ça, pour celles qui ont le CAP petite enfance, vous le connaissez, c'est à peu près un bloc qui est assez proche. Alors, là, vous êtes AP, donc c'est un diplôme de niveau 4. C'est un peu au-dessus de CAP, qui est un diplôme de niveau 3. Donc, on va vous demander de prise de recul par rapport à ce que vous faites. Mais sur le papier, c'est ça. C'est les actions d'hygiène que vous faites. Est-ce que vous l'avez, comment vous l'avez et est-ce que vous l'avez? Voilà. Et ensuite, ça c'est la 8. Et ensuite, vous avez la 9. Où là, pour le coup, c'est un peu dans le cadre du lavage aussi, de l'entretien de l'environnement. C'est comment vous prenez soin de votre matériel. Je pense à un thermomètre, je pense potentiellement à une écharpe de portage, à une poussette, etc. C'est et ici, le titre, c'est repérage et traitement des anomalies et dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Voilà. Donc, repérage et traitement des anomalies, c'est-à-dire que voilà, vous avez un thermomètre qui ne marche pas, comment vous en rendez compte? Bah, par exemple, moi j'ai une manager par exemple qui me présentait cette activité où elle a bah, elle a son thermomètre qui était cassé et donc en fait, elle fait la température d'un enfant et l'enfant ça s'affiche, 45. Et donc du coup, bon, bah, on se rend bien compte quand c'est 45 que ça marche pas, qu'il y a quelque chose qui est cassé et donc dans ce cadre-là, grâce à ça, elle a réussi, bah, en fait, elle a pris un deuxième thermomètre, elle s'est rendue compte que l'autre était cassé, elle a changé les piles de l'autre et en fait, effectivement, c'était ça. Ça, par exemple, c'est le repérage et le traitement d'une anomalie. Voilà. J'espère en fait, en vous montrant ça et en passant du temps là-dessus, parce que je passe du temps, c'est vous montrer que oui, c'est compliqué. Il y a pas de doute, on vous demande pas de c'est pas une balade de plaisir la VAE. Mais par contre que si vous êtes motivé et je pense aux assistants maternels aujourd'hui, hein, parce que les aides-soignantes, vous êtes déjà diplôme niveau 4, c'est déjà top, donc on va vous accompagner rapidement, mais ça va être plus facile pour vous. Mais pour les assistants maternels, vous pouvez vous lancer.
Le diplôme d'auxiliaire, c'est un diplôme, je pense que vous le sentez là quand on descend les compétences, et je vais aller sur la dernière et vous allez le voir. C'est des compétences que vous avez. Voilà. Encore plus même que le CAP, je dirais. Parce que le CAP, vous avez le bloc 2, le P2, qui est l'accueil collectif, où du coup, vous êtes obligé de faire un stage. Voilà. Donc, si vous êtes une professionnelle, vous cherchez la valorisation, vous cherchez à avoir un diplôme qui vous permette de, voilà, vous ouvrir des portes, etc. Moi, je dis juste, mais mesdames, passez le diplôme auxiliaire. Toutes les infirmières qui me disent, moi, je suis pas assez valorisée dans ce que je fais, je suis bloqué, etc. Je leur dis, mais vous avez déjà pensé à un diplôme? On me dit, mais non, c'est pas pour moi, ça sert à rien les diplômes. Il n'y a rien de mieux qu'un diplôme. Voilà. Que ce soit professionnellement, financièrement, socialement. Voilà. Et j'ai même des assistants maternelles aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, qui passent le diplôme d'AP, mais pas, elles veulent rester assistantes maternelles, elles adorent ce métier, c'est leur métier passion. Mais elles veulent le passer parce qu'elles veulent être fières d'elles. Elles sont en fin de carrière, elles sont entre 50 et 55 ans. Et elles se disent, mais en fait, c'est un défi personnel. J'ai envie de me faire un défi. J'ai envie que mes enfants ils soient fiers. Mes enfants ils commencent à être en études supérieures. Et j'ai envie qu'ils voient que leur mère, aussi, qu'elle se lance des projets aussi, qu'elle se met des défis. Voilà. Et ça, c'est super. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, on finit le dernier bloc. DA5, transmission, quel que soit l'outil et les modalités de communication, des observations. Donc ça, souvenez-vous, je vous en ai parlé, c'est donc votre capacité à travailler en groupe et à se coordonner. Voilà. Vous avez vu, dans le bloc 3, on a un peu parlé de la communication entre professionnels. Mais c'était plus la communication au sens, bah voilà, juste maintenir se former, travailler, entre guillemets, chacun s'organiser dans le travail du quotidien. Mais là, ici, la transmission, c'est vraiment comment on va comment on va se coordonner pour assurer la continuité du soin. Qu'est-ce que c'est la continuité du soin? Bah, je vous ai donné l'exemple, je vais le redonner. Vous êtes, imaginez, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous travaillez à l'hôpital. C'est vous qui prenez soin de l'enfant la journée. Le soir, c'est votre collègue. Bon bah, comment votre collègue, elle va savoir ce qui s'est passé dans la journée? Parce que si c'est passé quelque chose de grave, ou que si elle a quelque chose en arrivant à son service, quand elle va arriver à son shift, et qu'elle se dit, faut qu'elle sache ce qui s'est passé dans la journée, pour voir si effectivement il y a quelque chose auquel elle doit faire attention, etc. Parce que si elle doit avertir le médecin, elle faut qu'elle en échange. Voilà, par exemple, les sels potentiellement, est-ce que la température a été haute aujourd'hui? S'il y a eu quelque chose, voilà, elle doit le savoir. C'est pour ça que la transmission, c'est crucial. Et là, je donne l'exemple spécialement pour les assistantes maternelles, parce qu'il y en a plein qui me disent, mais non, mais moi je travaille chez moi, je travaille tout seul. Non, la personne qui maintient la quantité du soin avec vous, c'est le parent. Voilà. Et je pense que vous êtes beaucoup à maintenir des cahiers de transmission. Voilà. Il y en a une qui ont Topasmat où elles vont tout. Aujourd'hui, le registre médicaments, il me semble, est devenu obligatoire. Donc tout ça, c'est des outils de transmission qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. C'est super, c'est des super outils, ça. Voilà. Et encore une fois, votre cahier de transmission, effectivement, vous vous dites peut-être, bon voilà, c'est mon cahier de transmission, moi je l'utilise juste pour voilà, mettre les photos, mettre les annonces de la journée. Oui, mais imaginez quelque chose. Imaginez que l'enfant, vous lâchez l'enfant, voilà, vous le sentez qu'il est grâce à votre regard de professionnel, puisque vous l'avez remarqué, il est pas très bien, donc vous faites la transmission orale à la maman, bah voilà, je l'ai senti très très en forme sur la fin de journée, il a changé un peu d'attitude, potentiellement un peu de fièvre, voilà. Ça peut être lié à plein de choses, on ne sait pas, hein. Ça peut être lié à la montée des dents, ça peut être lié à des selles douloureuses, ça peut être lié voilà, à un érythème fessier, quoi que ce soit. Et ben imaginez maintenant que l'enfant il rentre à la maison et en fait que c'est un truc beaucoup plus grave et que du coup les parents ils sont obligés d'aller au SAMU le soir même. Bah, je peux vous assurer que le SAMU, quand ils vont leur demander il a fait quoi aujourd'hui? Ah bah il était avec son assistant maternelle. Vous avez des traces de ce qui s'est passé? Ah bah oui, je vais essayer de l'appeler. Et il vous appelle et vous dit ah bah non mais j'ai pas pris les notes. Voilà. Ça sert à ça aussi. Voilà. Donc c'est pas grave si vous le faites pas aujourd'hui. Voilà. Et je vois Amélie, vous le dites, c'est vous qui savez votre métier, c'est pas nous, voilà, c'est pas l'enjeu. Mais c'est de vous dire que si c'est quelque chose qu'on va vous demander. C'est une rigueur professionnelle, pardon. C'est une rigueur professionnelle. Parce qu'encore une fois, en tant qu'AP, vous êtes professionnel de santé. Voilà. Et en tant qu'assistante maternelle, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Pour celles qui ne me connaissent pas, elles vont se dire, c'est la première fois qu'il dit ça, mais celles qui me connaissent, voilà, je vois Sandra, Karine, hein, Angers, qu'elles savent. Moi, je dis que les assistantes maternelles, vous avez un impact énorme sur le développement des enfants. Et c'est pas que même social, sur leur développement, etc. C'est aussi leur impact sur leur santé. Voilà. Vous êtes des vraies sources de conseils pour les parents, pour les enfants, la façon dont vous allez les accompagner à l'hygiène, la façon dont vous allez les accompagner dans les activités du quotidien, dans l'acquisition de la continence, etc. Donc voilà. Donc effectivement, si vous, voilà, après je peux comprendre qu'en termes de, voilà, c'est plus voilà, c'est dur, hein, c'est sûr que ça demande un certain formalisme, c'est un peu compliqué à faire, mais bah, en fait, ça fait vraiment professionnel, quoi. Donc, pour revenir à ça, donc la 10, transmission quel que soit l'outil et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité du soin. Donc ça, je viens de vous le parler. Ça, c'est transmission de tout ce que vous faites. Voilà. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh ben, vous allez apprendre à le faire.
La 11, organisation de son activité au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en garantissant la qualité et la gestion des risques. Alors, ça, du coup, c'est vraiment l'organisation professionnelle. Donc ça, c'est comment vous allez travailler avec d'autres professionnels. Donc ça, bon, en tant que AS, je vous fais confiance, hein, vous avez normalement dans votre service déjà travaillé en équipe ou quoi que ce soit. Celles qui ont déjà travaillé en crèche, tout va bien. Voilà, vous avez aussi, l'aspect, pluriprofessionnel. En tant qu'assistante maternelle, la façon dont vous pouvez présenter les situations que vous pouvez présenter. Alors ça dépend. Par exemple, si vous allez au relais petite enfance, si vous faites partie d'une association et vous organisez des activités ensemble. Si au sein de votre ville, par exemple, vous avez un petit groupe WhatsApp où vous organisez des activités, des sorties au parc ou quoi que ce soit ensemble, ça compte. Voilà, ça marche. Donc vous pouvez les utiliser. J'ai même des assistantes maternelles et ça c'est le top du top, hein. J'ai des assistantes maternelles qui ont réussi au niveau de leur ville, à vous savez avoir des, continuités du soin. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles sont malades, elles ont dans leur contrat avec le parent employeur le fait que c'est une autre collègue qui peut les accueillir. Voilà. Ça, c'est champagne. C'est champagne. Ça rentre magnifiquement dedans. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on se souvient encore, on est encore dans la logique de continuité du soin. Ce qui intéresse le jury, c'est comment est-ce que l'enfant et vous êtes sûr qu'il a tout. Voilà. Et que s'il y a un problème, vous êtes là. Parce que vous avez pris les notes, vous avez réussi à vous coordonner avec d'autres collègues. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes là. Le soin sera assuré pour l'enfant, même si vous n'êtes pas là. C'est ça qui est important. Et en fait, la VAE, qu'est-ce que ça vient faire? Bah, oui, c'est un peu de formalisme, mais à la fin, ça vous permet de valider un diplôme avec ce que vous faites, voilà, avec vos compétences à vous. Donc c'est ça qui est génial aussi dans la formation, enfin dans la VAE, qui est plus que pour moi dans la formation, parce que dans la formation, bon, on apprend les compétences, voilà. La formation d'AP, elle dure 1750 heures. Comment ça se passe une VAE? Bon, disons que demain, vous vous dites: «Bon, bah, moi, ça me dit une VAE, j'ai envie de tester». Voilà. La première étape de ce qu'on appelle la VAE, c'est un peu comme quand on est à l'école, vous vous souvenez, si vous avez des enfants qui sont passés Parcoursup, c'est que la première étape quand on s'inscrit à une école, en information, on doit envoyer un dossier. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit dire: «Bah, voilà, j'aimerais m'inscrire à cette école-là» et cetera. Voilà. Et donc ça, c'est comme ça qu'on fait en formation et après l'école, son rôle, c'est de dire: «Bah, voilà, oui ou non, vous avez le droit de démarrer la formation chez nous». Ça, c'est l'école. En VAE, c'est à peu près pareil, mais un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'envoyer sur Parcoursup ou quoi que ce soit, vous envoyez aussi un dossier. Mais au lieu que ce dossier ce soit en fait un CV, c'est ce qu'on appelle le livret 1, où dedans, ça va être une description de vos expériences en lien avec ces compétences. Voilà. Et donc du coup, finalement, donc vous êtes recevable. Donc là, à partir de là, vous pouvez commencer la VAE. Et donc la VAE, concrètement, à quoi ça va ressembler? Eh ben, c'est très simple. Nous, chez Gazooey, on a un accompagnement qui est extrêmement cadré. Voilà, alors je vais essayer de vous aller directement sur, les slides. Mais en gros, on a des événements chaque semaine. Voilà. Où en fait, chaque semaine, on va parler d'une fiche. Voilà. Et en fait, vous recevez des éléments, on a ce qu'on appelle des accompagnements individuels, où en fait, on va se rencontrer, c'est un avec un, en tête à tête. Enfin, pas forcément tête à tête, ça peut être par visio, je veux dire, mais c'est un par un. Où on peut discuter, voilà, de votre activité, de votre fiche d'activité. Ensuite, on a des ateliers collectifs, qui sont des ateliers écriture, où là, plutôt, on va parler, en groupe, on va se faire des retours d'expérience, on va parler de thématiques particulières de fiches, et cetera. Voilà. Et après, on vous envoie plein de ressources, des outils, et cetera, que vous pouvez utiliser. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'à la fin, vous arriviez à votre jury. Voilà. Donc en fait, le jury, c'est la dernière table. Donc en fait, vous faites les fiches les unes après les autres. Hop, 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 hop. Et à la fin des fiches, on va les mettre ensemble et ça va former ce qu'on appelle le livret 2. Donc le livret 2, finalement, c'est quoi? C'est les 12 fiches plastifiées ensemble. On l'envoie au ministère. En fonction de ça, il nous renvoie une date de jury, d'oral. Et donc le jury, c'est quoi? C'est 1 heure devant entre 2 et 3 professionnels. Ça dépend les retours qu'on a eus. Voilà. Entre 2 professionnels qui vont du coup, ils vont avoir lu en amont votre dossier et ils vont vous poser des questions sur tout ce qui est dans votre dossier. Ils vont pas vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre dossier. Et l'oral, et l'objectif de l'oral, en fait, c'est de valider que vous allez vraiment avoir le diplôme. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que la livret 2 en lui-même, si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, à l'écriture, si ça vous fait peur, et cetera, je vais vous dire, un mauvais livret 2, ça valide le diplôme. Par contre, un très bon livret 2, mais un mauvais oral, ça valide pas le diplôme. Pourquoi? Parce que remettez-vous dans la peau du jury. Le jury, il peut pas valider que ce que vous avez écrit, c'est vous. Si ça se trouve, vous l'avez acheté, votre livret. Si ça se trouve, votre accompagnateur, il l'a écrit pour vous. Voilà. Donc, ce qui va compter le plus, c'est votre oral. Et donc, du coup, nous, chez Gazooey, la façon dont on vous accompagne là-dessus, et la façon dont nous, on voit le problème, c'est que l'objectif de cette écriture du livret 2, c'est pas de faire de vous des livrets 2 nickel chrome magnifiques qu'on peut envoyer à Polytechnique. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous ayez compris les règles du jeu. Vous sachiez ce que le jury va vous appeler. Ça, c'est ce qu'on appelle être une bête de concours.
C'est vous savez sur quoi on vous attend. Voilà. Et quand vous arrivez au jury, il y a rien qui vous étonne. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre nous, Gazou et les autres. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le jury. C'est le jury qui est important. On va pas vous en vouloir si vous faites des fautes d'orthographe. On a des gens qui corrigeront pour vous. On va pas vous en vouloir si vous avez du mal à trouver les idées d'activité. On va pas vous en vouloir si vous avez du mal à passer à l'écrit. C'est pas ça l'idée. Non. Nous, notre objectif, c'est que vous valorisiez vos compétences. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Voilà, pour celles qui ont pris rendez-vous déjà, eh ben, on va se voir bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas. À bientôt.